Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Nairobi lorgne l'Asie. Plusieurs protocoles d'accord ont été signés entre le président William Ruto et le premier ministre du Singapour. Des accords censés faciliter l'accès des produits kenyans au marché asiatique. La décarbonisation des économies africaines est en marche avec le Bénin et la Côte d'Ivoire comme locomotive. Les deux pays d'Afrique de l'Ouest sont en effet les premiers bénéficiaires des facilités de financement de la Banque verte africaine. Et puis, il vaut mieux prévenir que guérir. Une vaste campagne de vaccination et de prévention est actuellement en cours au Tchad. Les autorités espèrent ainsi limiter la propagation de certaines épidémies à l'approche de la saison des pluies. Mais tout d'abord, le peuple soudanais aura-t-il enfin un peu de répit ? Eh bien, les deux parties au conflit ont accepté ce samedi un nouveau cessez-le-feu d'une semaine. Annonce faite dans un communiqué conjoint par les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Les représentants de l'armée soudanaise dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et des paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo se sont également engagés à ne pas intensifier leurs affrontements d'ici l'entrée en vigueur de la mesure fixée à 21h45 ce 22 mai. Rappelons que la quasi-totalité des trêves annoncées jusqu'ici ont été transgressées dans ce pays où les combats ont fait près d'1 millier de morts et plus d'1 million de déplacés et de réfugiés depuis l'éclatement des heurts le 15 avril 2023. Les savares du Kenya sur le point de conquérir le marché asiatique. Un accord en ce sens a été signé récemment entre les autorités de Nairobi et de Singapour. Singapour considéré comme la plaque tournante de la région et qui de son côté s'engage à investir dans les secteurs encore sous-exploités au Kenya. En ligne de mire, celui du transport et de la logistique. Les détails avec Amenedi. Composée de 10 pays et d'une population d'environ 670 millions d'habitants, l'Asie du Sud-Est offre au Kenya un marché unique et massif pour vendre ses produits. L'emplacement stratégique de Singapour est donc considéré comme une porte d'entrée selon le gouvernement kenyan qui compte désormais élargir les marchés lucratifs pour ses produits agricoles. Notre coopération économique s'est développée. Le Kenya est l'un des principaux partenaires commerciaux de Singapour en Afrique subsaharienne. Malgré la crise, le commerce bilatéral en 2021 a augmenté de près d'un quart d'une année à l'autre. Plusieurs entreprises singapouriennes opèrent au Kenya dans divers secteurs. Le transport maritime, la logistique, les systèmes de gestion portuaire, l'agro-industrie, l'hôtellerie et les solutions fintech, entre autres. Une délégation d'entreprises singapouriennes se trouve à Nairobi. Ils sont venus avec moi pour rechercher des opportunités d'investissement et de partenariat avec des entreprises kenyanes. Le président William Ruto a invité le secteur privé singapourien à investir dans les secteurs sous-exploités du transport et de la logistique du Kenya. L'objectif est de contrôler les faibles volumes commerciaux et d'accroître les investissements, réduisant ainsi le déficit commercial actuel avec Singapour. Les deux dirigeants ont par ailleurs assisté à la signature de protocoles d'accord sur les TIC, le changement climatique et le développement des compétences. Nous avons également convenu que le traité bilatéral d'investissement signé entre nos deux nations le 12 juin 2018 soit immédiatement opérationnel. Nous avons en outre demandé à nos ministres respectifs de conclure les négociations sur la prévention de la double taxation dans les plus brefs délais, ce qui, nous en sommes convaincus, suscitera et développera les opportunités commerciales entre le Kenya et Singapour. Le Kenya et Singapour s'engagent à rechercher davantage d'opportunités économiques qui stimuleront leur prospérité commune, faciliteront la coopération en matière de cybersécurité, de numérisation des services gouvernementaux, ainsi que la collaboration dans le renforcement des capacités des ressources humaines.
Au Sénégal, on en sait un peu plus sur les contours du dialogue national. Il devrait durer au maximum 2 semaines et sera ouvert à tous. Une volonté d'ouverture qui se matérialisera également dans le choix des points de discussion. Les parties prenantes sont donc libres de soumettre leurs préoccupations. Le Parti démocratique sénégalais de l'ancien président Abdoulaye Wade a accepté d'y participer sous condition qu'un audit contradictoire du fichier électoral soit réalisé. En revanche, les principales figures de l'opposition, Ousmane Sonko, Aminata Touré ou encore Diété Fall ont d'ores et déjà annoncé leur boycott. Rappelons que ce dialogue s'ouvre le 30 mai à 9 mois de l'élection présidentielle. Et malgré ce calendrier, le porte-parole de la présidence insiste sur le fait qu'il ne s'agisse pas d'un dialogue électoral. Concrétiser la vision, construire la prospérité pour les Africains. C'est sous ce thème que s'ouvriront le 18 juin à Accra les 30e assemblées annuelles d'Afreximbank. Après 30 ans au service de la transformation économique du continent, la Banque panafricaine d'import-export promet de poursuivre sur sa lancée et mieux encore de franchir un nouveau palier. Explication dans ce reportage de Fraterne Ndakaïsenga. La Banque africaine d'import-export, Afreximbank, continuera d'accompagner la transformation économique du continent à travers plusieurs investissements, notamment dans le secteur de la transformation des matières premières. C'est ce qu'a déclaré le président du conseil d'administration d'Afreximbank lors d'une conférence de presse ce 19 mai pour annoncer les 30e assemblées annuelles qui auront lieu à Accra au Ghana du 18 au 21 juin 2023. La question de la valeur ajoutée est une priorité pour nous et dans tout ce que nous faisons. Nous ne nous contentons pas de créer des biens, car nous savons que si vous créez des biens et que vous n'avez pas de marché, les industries s'effondrent. Nous avons également développé l'initiative des sociétés de commerce d'exportation, dans le cadre de laquelle nous les aidons à utiliser les informations commerciales de manière numérique et bien sûr à travers les foires commerciales que nous organisons pour créer un accès au marché et nous assurer que tout ce que nous faisons favorise la croissance des chaînes d'approvisionnement régionales. Les assemblées générales de 2023 marquent également une étape importante avec la célébration du 30e anniversaire d'Afreximbank. Depuis 30 ans, la banque déploie des structures innovantes pour fournir des solutions de financement qui soutiennent la transformation de la structure du commerce africain en accélérant l'industrialisation et le commerce intra-régional, stimulant ainsi l'expansion économique en Afrique. L'année dernière, au milieu d'une année très difficile dans l'histoire économique du Ghana, Afreximbank a montré à quoi servent les amitiés les plus chères. Le montant du prêt de 750 millions de dollars accordé au Ghana ne peut être sous-estimé. Grâce à notre partenariat durable, le Ghana a entrepris des projets importants dans les domaines de la santé, des transports et de l'énergie, de la finance et bien sûr du financement du commerce. Les principales institutions financières privées du Ghana ont également fait l'expérience du pouvoir d'Afreximbank dans l'expansion de leurs opérations. La Banque africaine d'import-export est une institution financière multilatérale panafricaine chargée de financer et de promouvoir le commerce intra- et extra-africain. En collaboration avec le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine et l'Union africaine, la banque a mis en place un fonds d'ajustement de 10 milliards de dollars pour aider les pays à participer efficacement à l'initiative du marché commun. À la fin de l'année 2022, le total des actifs et des garanties d'Afreximbank s'élevait à plus de 31 milliards de dollars et ses fonds d'actionnaires à 5,2 milliards de dollars. Le Bénin et la Côte d'Ivoire se mettent au vert. Les deux pays d'Afrique de l'Ouest sont les premiers à bénéficier des facilités de financement de la Banque verte africaine. Ce mécanisme axé sur la croissance résiliente et durable doit permettre la décarbonisation de plusieurs secteurs de l'économie. On fait le point tout de suite avec Aménédi. La Banque africaine de développement BAD s'apprête à déployer les premières facilités de financement vert de la Banque verte africaine. Le Bénin et la Côte d'Ivoire en seront les premiers bénéficiaires. La finance verte s'inscrit dans une démarche respectueuse de l'environnement où les investisseurs s'orientent vers des entreprises qui développent des produits et services en faveur de la transition énergétique notamment.
Deux pays, à savoir la Côte d'Ivoire et le Bénin, sont les premiers bénéficiaires de financement de la Banque verte. Cependant, deux questions se posent, à savoir la première, quels ont été les critères d'éligibilité qui ont fondé le choix de ces deux pays? Puis la deuxième, quelles sont les preuves de produits et services développés ou procurés par la Côte d'Ivoire et le Bénin pour que le choix eût été porté sur ces deux pays. La BAD avait lancé en novembre 2022 l'initiative de la Banque verte africaine en soutien à la mise en œuvre des contributions des pays africains au niveau national, confrontés à d'importants défis pour financer leur transition climatique. Toutefois, face à des besoins d'investissement estimés à 2800 milliards de dollars d'ici 2030, les fonds investis sur le continent ne représentent qu'une infime part des flux mondiaux de financement vert. La plupart des pays africains sont confrontés aux défis énergétiques, aux défis climatiques, mais cependant, les pays du continent ne bénéficient pas de manière significative de l'octroi des financements verts. S'agit-il d'un manque d'enthousiasme? Je dirais non. Il y a plutôt nécessité qu'il y ait une prise en considération ou une mise en place de critères de hiérarchisation pertinents pour que tous les pays puissent bénéficier de ce financement vert, car il s'agit simplement d'une question d'équité sur le plan mondial. L'initiative de la Banque verte africaine a été conçue dans le cadre de mesures visant à faciliter l'accès au financement mondial qui passerait de 3% actuellement à 10% par an d'ici 2030. Ceci suite à une évaluation menée par la BAD dans 6 pays africains, dont le Bénin et le Ghana. Les musées, eux aussi, se dessinent un avenir de plus en plus vert, de la réduction de la consommation énergétique à la sensibilisation des visiteurs. La transition écologique se met en marche dans la perspective de l'atteinte des objectifs de développement durable. Illustration au Bénin dans ce reportage de Lefty Ounoufoua. Pilier important de développement de tout pays, le musée révèle l'identité et les richesses culturelles d'un peuple. Il rend accessible le patrimoine culturel et favorise le contact de la population avec les œuvres d'art. Espace de socialisation, l'institution muséale s'inscrit dans l'actualité et la durabilité. Dans le cadre de la réalisation des objectifs de développement durable ODD à l'horizon 2030, le rôle des musées dans le développement durable est au cœur des débats. Les acteurs politiques et socio-culturels devront relever des défis liés au potentiel de transformation des musées à travers le développement durable et le bien-être des populations. Il s'agit entre autres de réussir à faire de l'institution muséale un acteur intégré dans la communauté. La caractéristique du musée actuel, c'est d'être au fur et à mesure au cœur de toutes les thématiques qu'on peut avoir dans une communauté et d'offrir son espace, d'offrir des actions et des activités qui permettent aux acteurs de se réinterroger et de voir comment s'orienter sur les questions climatiques, les questions de l'environnement, les difficultés de transmission de la culture et aussi les différents problèmes entre les générations aussi. En vue de révéler le potentiel touristique du Bénin, le gouvernement a investi dans la réhabilitation de plusieurs musées publics dans le pays. La revitalisation de l'institution muséale est en cours avec le démarrage des travaux de construction de 4 nouveaux musées de grande envergure à Ouidah, Abomey, Porto-Novo et Cotonou. Si on met ces musées au cœur de l'éducation, nous pensons que la jeunesse va se l'approprier et en faire un objet de son éducation pour se transformer et en conserver. Parce que le musée, l'objectif, c'est de pouvoir les conserver. La durabilité s'appuie surtout sur la conservation. Nous parlons français aujourd'hui, mais il y a des choses que nous ne pouvons pas exprimer en français dans nos langues. Donc il faudrait nous réapproprier notre alphabétisation, notre langue, notre vécu pour la transmission de notre histoire dans notre langue. Au Bénin, on distingue 15 musées publics et privés. Parmi les musées privés, on retrouve le musée d'art dénommé le Petit Musée de la Ricade. Ce musée thématique amène près de 10 000 visiteurs par an à la découverte des sceptres royaux du Dahomey et des collections de Ricade contemporaines.
Anticiper pour ne pas avoir à subir. Le Tchad veut rehausser le taux de sa couverture vaccinale pour prévenir les maladies épidémiques récurrentes. Une vaste campagne de vaccination et de sensibilisation a donc été lancée sur l'ensemble du territoire. Et à l'approche de la saison des pluies, c'est une véritable course contre la montre. Voyez ce reportage de notre correspondant Mahama Ramadan. Au Tchad, les autorités multiplient les campagnes de vaccination pour lutter contre les maladies récurrentes telles que la rougeole et la méningite. Le ministère de la Santé publique et de la Prévention compte ainsi rehausser la couverture vaccinale du pays pour prévenir les risques d'épidémie. Ces campagnes, qui se déroulent sur toute l'étendue du territoire, sont couplées de sensibilisation pour lutter contre les pesanteurs sociales hostiles à la vaccination. La vaccination, en plus du fait qu'elle sauve des vies, elle contribue directement ou indirectement à transformer l'économie, à transformer même les communautés. Et donc, les parents ont tout intérêt à amener leurs enfants à se faire vacciner, parce que quand un enfant n'est pas vacciné, évidemment, lorsqu'il souffre de tétanos ou lorsque la PFA l'attaque, évidemment, on se retrouve avec un enfant qui est paralysé. Aucun père, aucune mère ne se sent à l'aise de voir son enfant qui est paralysé. Ces campagnes, qui s'inscrivent dans le cadre de la Semaine africaine de vaccination, sont accompagnées par la distribution des moustiquaires aux populations rurales afin de prévenir le paludisme qui sévit chaque année pendant les saisons pluvieuses. Les enfants de 0 à 1 an sont particulièrement ciblés par les vaccinations pour prévenir la mortalité infantile. Parmi ces vaccins, il y a un vaccin, le BCG, qui permet de prévenir la tuberculose. Il y a le VPO qui permet de prévenir la poliomyélite. Il y a le pentavalent qui permet en réalité de prévenir 5 maladies, à savoir la diphtérie, la coqueluche, le tétanos. Il y a l'hépatite B, l'hémophilus influenza B. Nous avons également des vaccins qui nous permettent de prévenir des maladies telles que la rougeole, c'est le vaccin anti-rougeoleux. Pour rappel, la couverture vaccinale au Tchad est estimée à environ 80%. Les autorités en charge de la santé et leurs partenaires espèrent relever le taux vaccinal à 95% dans les 5 prochaines années pour protéger efficacement les populations contre les épidémies. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'info continue.